Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Data Watch. Cette semaine, c'est un épisode assez spécial parce que Axel ne peut pas être là pour l'enregistrement. Donc j'imagine que l'épisode sera un peu plus court parce qu'il y aura moins de discussions, bien sûr. Pour me présenter, donc je suis Bertrand Fabre et je suis data ingénieur freelance depuis quelques mois. J'ai commencé dans la data en 2011. Je suis passé par différentes stacks sur la data, que ce soit sur Excel au tout début pour faire de la visualisation, pour faire un peu d'automatisation sur le traitement des données. Je suis passé après sur des outils comme SAS avec du SQL et après je suis arrivé sur du cloud, avec BigQuery, je suis passé par Redshift, et Spark. Aujourd'hui, les sujets dont on va parler, ça va être la souveraineté des données. On va parler aussi de la sortie de l'application ou en tout cas du service Exadata Exascale de Oracle. On parlera aussi de Data Timelines. On parlera, des étapes de mise en place d'une data quality et pour finir, on parlera de croissance et d'empreinte carbone dans les data centers. Donc pour commencer, on va parler souveraineté des données. Heu, c'est un article qui a été écrit par Jean-Pierre Bouchira le 16 juillet et Jean-Pierre, commence d'abord par parler de sécurisation des données et de ces 3 facteurs. Il parle de propriété données dans le cadre de la sécurisation des données. Il parle de la propriété des données, à qui appartiennent ces données, de leur emplacement et des réglementations locales et internationales qui changent assez régulièrement et qui peuvent présenter des risques commerciaux. Dans la suite de l'article, Jean-Pierre va parler des différences entre, par exemple, la souveraineté, qui parle donc c'est le contrôle et les lois des pays sur la collecte, le stockage et le déplacement des données. Ensuite, il va, dire aussi que la souveraineté, c'est assez différent de la résidence, qui parle vraiment de la localisation géographique du stockage et du traitement, et ce qui est aussi différent de la localisation. Dans le sens localisation, c'est vraiment quelles sont les lois et réglementations qui vont déterminer, l'emplacement des données et la juridiction à laquelle les données sont soumises. Et donc Jean-Pierre explique qu'il y a des réglementations comme le RGPD en Europe, et qu'il y a, d'autres pays, qui n'appliquent pas ce RGPD-là et qui peuvent avoir une, vision différente sur les données personnelles. Il prenait l'exemple de Singapour où, le pays reconnaît la nécessité de protéger les données personnelles, mais également il reconnaît la nécessité pour les entreprises d'exploiter ces données personnelles-là afin de pouvoir, se développer. Et face à ce constat qu'il y a des réglementations différentes dans plusieurs pays, dans lesquels peuvent être exploitées les données, les entreprises ont été, obligées, ou en tout cas ont ressenti la nécessité, le besoin d'embaucher des professionnels, que l'on appelle DPO. Donc je crois que c'est Data Protection Officer. Donc c'est des en français, c'est des délégués à la protection des données et ces professionnels-là, vont se charger de suivre et d'appliquer les réglementations des différentes juridictions des différents pays. Il parle aussi de la nécessité, de développer les compétences en cybersécurité, pour protéger justement ces données-là et que pour, maintenir une des compétences en tout cas pour les DPO, pour suivre les évolutions de la réglementation et suivre, et mettre en place, la sécurité nécessaire pour les données. Il faut se former et que ça peut être très coûteux pour les entreprises. Et pour finir, dans l'article de Jean-Pierre, il arrive sur le sujet pardon, de l'intelligence artificielle. Il parle qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, il y a une complexité et un coût, encore une fois, afin de prendre en compte l'origine des données, son emplacement et de mettre en place une stratégie de stockage, tout en respectant les réglementations. Et il insiste vraiment sur la nécessité de respecter la souveraineté et d'être en conformité dès le début des projets. Ensuite, j'ai lu un deuxième article, sur la sortie de Exadata Exascale, d'Oracle. Cet article-là a été publié le 15 juillet. Heu, déjà, pour commencer, je vais expliquer ce que c'est Exadata. Exadata, donc c'est un produit de Oracle et c'est un système informatique, qui est vraiment optimisé afin d'exploiter les différents services de base de données d'Oracle, et en l'occurrence sur Oracle Cloud depuis 2015. Là, dans l'article, on parle de Exadata Exascale. Heu, le fait d'avoir ce produit-là sur Exascale, ce qui est un service Oracle aussi, ça permet de
faire une mise à l'échelle des services de base de données d'Oracle. Hem et cette mise à l'échelle passe par la spécification du nombre de cœurs qui sera nécessaire pour exécuter ces bases de données-là, ainsi que la capacité de stockage. Et derrière ça, un peu ce dont on a l'habitude avec, aussi les cloud providers, on s'occupe pas de l'infrastructure à déployer derrière. L'article, en tout cas Oracle, met en avant que, ça permet d'aligner les coûts sur l'utilisation réelle du service. Oracle, dans son article, met en avant, que les coûts sont dorénavant alignés avec l'utilisation réelle du service. Donc ce qu'on peut aussi retrouver dans les cloud providers actuels. Il parle aussi de la possibilité de faire des snapshots et des clonages légers sur, les données. Il parle aussi que ces services-là sont pas réservés à des grosses entreprises et que ça peut être accessible à des plus petites entreprises. Ça a été répété à plusieurs reprises dans l'article, et qu'ils estiment qu'on peut démarrer, pour, ces services-là pour un coût qui avoisine les centaines de dollars par mois, ce qui peut ne pas être négligeable pour certaines, très petites entreprises. Dans ce service-là, il est possible aussi d'utiliser des bases de données vectorielles et analytiques. Derrière ça, c'est clairement pour une utilisation orientée intelligence artificielle. Il parle aussi du service AI SmartCAN. Apparemment, c'est un service, toujours dans Exadata Exascale, c'est un service qui permet d'optimiser le stockage des données vectorisées et les recherches sur ces données-là, justement pour répondre à des besoins en intelligence artificielle. Il met aussi en avant la performance de la partie OLTP sur ce service-là. Là, par contre, c'est vraiment que des chiffres ont été avancés par Oracle. J'ai pas pu vérifier ces chiffres-là, mais il parle des hyperscalers, donc derrière ça, GCP, Azure AWS, entre autres. Il dit que pour des bases OLTP, ces services-là, permettent, un rendement de 21 gigaoctets par seconde. Alors qu'eux proposent, presque 3 téraoctets, par seconde. Donc ça, c'est des chiffres, il faut les croire sur parole. Et il parle aussi d'une latence améliorée. Heu, à un moment, il parle aussi de d'OLAP, mais globalement, ce que je résumé, c'est que, c'est des performances qui sont optimisées. En tout cas, c'est ce qu'ils mettent en avant. Moi, sur cet article, je voudrais réagir sur le fait qu'on n'entend pas beaucoup parler de Oracle dans la moderne data stack. Quand on pense à Oracle, on pense plutôt quelque chose qui est vieillissant. Mais il faut pas oublier quand même que Oracle, répond vraiment à des besoins spécifiques en termes de gestion des données et d'après ce que j'ai pu me renseigner, sur Oracle, il offre quand même des performances qui sont pertinentes, pour l'utilisation et tout ça au sein d'un environnement cloud et déjà depuis, presque 10 ans, un peu moins de 10 ans quand même. Hem et clairement avec cet article-là et avec ces services-là, Oracle, il veut ne pas louper, le coche de l'IA générative. Derrière, enfin des usages IA, mais j'imagine que c'est aussi beaucoup, d'IA générative derrière. Là, je c'est juste en lisant l'article, en me renseignant un peu, je pense vraiment qu'il faudra attendre aussi les retours des utilisateurs pour vraiment confirmer ou affirmer, la pertinence de ce service. Heu, le troisième article, qui est de Lindsay McDonald, parle de Data Timeliness et il a été publié le 10 juillet 2024. Heu, en lisant l'article, et en faisant des traductions aussi, sur internet, clairement, le terme data timeliness, on peut le traduire par ponctualité des données. L'INSEE explique que, les entreprises ont globalement besoin d'avoir des données exactes et surtout au bon moment. Et derrière ça, le fait du bon moment, heu, dès le début, mais on en parlera encore après, c'est le fait d'avoir des données en temps réel, donc en streaming. Et ce besoin d'avoir des données exactes au bon moment, ça permet de pouvoir prendre des décisions rapides et surtout éclairées. Toujours dans un contexte de pouvoir rester, compétitive, par rapport à d'autres entreprises. Hem et l'autrice, elle, propose de mesurer, enfin la nécessité en tout cas de mesurer, plusieurs caractéristiques pour estimer en fait, pour scorer, en quelque sorte la data timeliness, donc la ponctualité des données. Elle parle, de mesurer l'actualité des données, donc c'est-à-dire quel est l'âge et la fréquence de mise à jour de nos données. Elle parle aussi de latence des données, donc c'est le délai entre la génération de la donnée et la disponibilité effective. Elle parle aussi d'accessibilité des données. Est-ce que c'est facile de récupérer et de les utiliser? Et elle finit par parler de la caractéristique, donc c'est, le temps jusqu'à l'insight. Donc derrière ça, c'est vraiment
la globalité du temps nécessaire, entre la génération et le fait de produire des graphiques ou en tout cas des données utilisables. Et l'INSEE, vers la fin, elle évoque plusieurs problématiques actuelles sur les données. Il peut y avoir des pipelines complexes. Le fait de pouvoir intervenir sur des systèmes legacy peut poser problème. Le fait qu'on retrouve encore beaucoup de silotage, que ce soit dans les équipes ou même dans les données aussi. Hem, l'INSEE se dit que il y a des bénéfices à passer sur du streaming afin de pouvoir avoir donc, la donnée le plus rapidement possible. Il est important aussi de pouvoir simplifier ces pipelines, aussi de les automatiser et d'utiliser, l'intelligence artificielle et surtout de mettre en place de la data observability. Le quatrième article, parle de 3 étapes pour la mise en place de data quality, dans une entreprise. C'est un article qui a été écrit par Prukalpa, le 16 juillet 2024, ou en tout cas, il a été publié cette date-là. Et dès le début, l'autrice dit que pour elle, la data quality, c'est surtout une histoire de confiance. Et pour mettre ça en avant dès le début de l'article, elle se base sur un sondage qui a été réalisé par l'entreprise Monte Carlo il n'y a pas très longtemps, et qui indique que 68% des compagnies n'ont pas confiance dans les données derrière les applications d'intelligence artificielle. Donc, ce qui est quand même un chiffre important. Et à partir de là, enfin, c'est à partir de là qu'elle va, baser son argumentaire et donc elle évoque le fait, qu'il peut être très facile de remettre en cause les données, heu, dû à des facteurs multiples, qu'il peut y avoir des pannes dans le pipeline, heu, peut-être que le contrôle des données, est en échec. Il y a eu un problème dans le contrôle des données, il y a eu des changements inconnus dans les calculs des métriques sans avoir prévenu le métier. Et donc tous ces facteurs de friction qu'il peut y avoir sur les données, peut dégrader la confiance de l'utilisateur final sur ces données-là. Et l'autrice, à un moment, pointe le fait que si jamais il y a des problèmes dans ces données-là, l'humain pourra peut-être le remarquer. Et à partir de là, l'humain pourra aller investiguer, il pourra remonter, enfin déjà valider ou pas s'il y a vraiment une erreur sur les données et remonter à la source de la problématique. Par contre, si c'est une intelligence artificielle qui va exploiter ces données-là, l'intelligence artificielle, elle va pas marquer que ce sont des mauvaises données et malheureusement, elle va les utiliser pour pouvoir après prendre des décisions, faire des recommandations ou vraiment pire, prendre des décisions, et qui pourraient, elles, être critiques, pour l'entreprise. Et donc Prukalpa propose 3 étapes, donc c'est le titre de son article, afin de vraiment mettre en place une data quality. Donc c'est pas du tout une mise en place technique, on elle reste un peu plus en surface et c'est ce qui est intéressant. Et elle parle de déjà commencer par une phase de prise de conscience. Derrière ça, elle évoque le fait qu'il faut savoir mesurer la qualité, la fiabilité et l'utilisabilité des données. Dans un deuxième temps, elle parle qu'il va falloir mettre en place un remède sur, ces dérives, sur la data quality. Elle propose de se challenger avec la mise en place d'un SLA, donc c'est pour suivre vraiment le temps de réponse, le temps de traitement d'un problème de qualité de données. Et qui pourrait être essentiel aussi de mettre en place des accords, entre les équipes sur les attendus, en termes de données, comme, par exemple sur les schémas ou sur les, différentes modalités au niveau des données. Et pour la dernière, elle parle de prévention, avec la mise en place de data contracts, donc ça reprend un petit peu le concept, sur le point précédent qui est de mettre en place des accords. Et ça permettrait clairement, d'aider sur la gestion des contrôles de qualité, et ce qui permettrait aussi de les automatiser. Le dernier article parle de la croissance fulgurante des data centers et évoque aussi, les défis environnementaux derrière, cette croissance-là. Et ça a été publié sur le site du bigdata.fr et a été, publié par Stéphanie le 19 juillet 2024. Heu, Cet article-là, au début, Stéphanie, rappelle qu'il y a une croissance vraiment exponentielle, sur la demande en data center par les entreprises. Ça suit le besoin en stockage, du cloud, sur les services de streaming, sur l'utilisation des réseaux sociaux, sur l'IoT et plus récemment avec, l'IA. Elle prend aussi comme chiffre que les dépenses en construction, je crois j'ai pas noté, mais je crois que c'est aux États-Unis, la demande de construction en data center a été 54% plus importante en mai 2024 que sur les 12 derniers mois. Donc ce qui confirme, basé sur ces chiffres-là, à vérifier bien sûr, mais ce qui pourrait confirmer, la forte croissance sur la demande des data centers.
Et dans le reste de l'article, l'autrice met en avant que ces data centers ont besoin de refroidissement pour pouvoir fonctionner. Et à partir de là, elle évoque le fait qu'il y a des énormes besoins en énergie pour ces refroidissements-là et que cela pose des défis environnementaux. Et pour finir sur cet article, Stéphanie évoque le fait qu'il est nécessaire pour les entreprises, conjointement avec les gouvernements, de travailler sur des solutions innovantes afin de continuer à développer la technologie, bien sûr, mais aussi de développer cette technologie en respectant l'environnement. Voilà, l'épisode est déjà fini. Il y a eu beaucoup moins de discussions avec Axel, mais si vous voulez justement lancer des discussions sur les différents articles et sujets dont je vous ai parlé aujourd'hui, pensez à mettre en commentaire ou directement sur le post LinkedIn que je ferai lundi prochain. Donc ça sera je crois le 29, si je dis pas de bêtises, 29 juillet. Où on pourra continuer à avoir une discussion sur les différents sujets. Le podcast, est disponible sur les différentes plateformes d'échange, que ce soit sur, YouTube, Apple Podcast et Spotify. Et si vous êtes satisfait du podcast, pensez à la notation sur les différentes plateformes afin de nous aider à remonter dans les recommandations de l'algorithme. L'enregistrement du podcast DataWatch reprendra avec Axel dès le mois de septembre et durant le mois d'août, il y aura peut-être des formats aussi un peu plus courts, un peu comme celui-ci, un peu ressemblant, sur donc une sélection de 5 articles. Bonne journée à tous et à très vite.